Et si derrière chaque applaudissement se cachait un piège tendu depuis des générations? On bâtit des théâtres, on érige des salles de concert, on finance des festivals, mais jamais des laboratoires, jamais des centres de recherche à la hauteur des ambitions africaines. La musique inonde nos rues, les danseurs électrisent les scènes, les artistes colorent nos murs et nos vies, mais où sont les observatoires, les usines d'idées, les incubateurs de découvertes? Où sont les lieux où l'on forge non seulement des rêves, mais des outils, des méthodes, des brevets? On s'extasie devant l'art africain, on finance nos rythmes, nos mots, nos couleurs, mais jamais notre raison scientifique. Pourquoi ce déséquilibre? Pourquoi tant d'argent pour divertir, si peu pour émanciper? Parce que la culture réunit, mais la science libère. Certains, tapis dans l'ombre, redoutent en silence cette liberté. Un public qui chante ne menace personne. Une jeunesse qui questionne, qui invente, inquiète. Prenons l'exemple d'Ibrahim Traoré. Ce chef d'État burkinabé, jeune et déterminé, n'a pas baissé les yeux. Il a brisé le silence lors de ses discours, dénoncé le tabou. Il finance notre culture, jamais notre science. Dans cette phrase, c'est toute la mécanique du pouvoir qui se fissure. C'est la dénonciation d'un système rodé et silencieux, d'une stratégie invisible qui se perpétue depuis l'indépendance et même bien avant. Ce n'est pas un hasard si, depuis des décennies, on érige d'imposants centres culturels à Dakar, à Lomé ou à Abidjan, tandis que les laboratoires tombent en ruine, que les bibliothèques manquent d'ouvrages scientifiques récents, que les universités peinent à offrir des conditions de travail dignes aux chercheurs. Des festivals reçoivent des millions, mais des chercheurs partagent des microscopes fatigués de génération en génération. Ce n'est pas la générosité qui guide les mécènes du Nord. C'est la peur, la volonté de contrôle, la crainte d'une Afrique qui s'émanciperait enfin. Regardons l'histoire. Du temps des colonies, la science était un outil de domination. Les expéditions scientifiques, financées par les puissances étrangères, servaient à cartographier, à inventorier, à mieux exploiter les richesses du continent. Après les indépendances, la musique, la littérature, les arts plastiques africains ont été mis en avant, célébrés lors de festivals internationaux, alors que les grandes écoles d'ingénieurs, les instituts de recherche étaient un peu sous-financés. C'est une constante. On préfère une Afrique qui émerveille à une Afrique qui invente. Derrière chaque ovation, il y a une injonction muette. Amusez-nous, inspirez-nous, mais ne changez rien. Soyez visibles, jamais puissants. Tant que l'Afrique reçoit des prix pour ses spectacles mais doit importer ses médicaments, ses machines, ses technologies, la dépendance perdure. Tant que la science est négligée, l'autonomie recule. C'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient, génération après génération. Si personne n'ose poser la question, si l'on continue à confondre reconnaissance et puissance, le cercle se refermera. L'Afrique restera spectatrice de sa propre histoire, applaudie mais jamais souveraine. C'est un destin que l'on a déjà vu ailleurs. Dans l'Amérique latine du XXe siècle, où la littérature flamboyante n'a pas suffi à garantir la souveraineté industrielle, ou encore dans l'Inde coloniale, où l'art était encouragé mais la science bridée. Mais comment en est-on arrivé là? Comment une telle dépendance s'est-elle installée dans les coulisses de nos victoires culturelles? Remontons le temps, là où la science africaine a été muselée, là où les priorités ont été orientées, souvent à l'insu des peuples. Comprendre l'origine de cette fracture, c'est déjà commencer à la réparer. Pourquoi voit-on à Dakar, à Accra ou à Nairobi éclore tant de festivals mais si peu de laboratoires? Depuis des décennies, les ambassades occidentales privilégient que la culture. Spectacles, expositions, festivals éclatants qui illuminent les capitales africaines. On pense au FESPACO à Ouagadougou, à la Biennale de Dakar ou au Festival panafricain de la musique à Brazzaville. Ces événements drainent des millions, attirent des mécènes, des sponsors, des journalistes internationaux, tandis que les laboratoires restent silencieux, sous-équipés, oubliés. Ce n'est ni un hasard, ni une erreur de calcul. Ce choix cache une logique. Maîtriser ce qui brille, c'est désamorcer ce qui pourrait déranger. Quand la fête occupe l'espace public, qui remet encore l'ordre en cause, c'est une forme d'emprise douce. On encourage l'Afrique à danser, mais rarement à questionner, à inventer, à s'affirmer par la science. La stratégie est subtile. Valoriser l'apparence, occulter la substance. C'est la politique du rideau de scène, où tout ce qui se passe dans la lumière est soigneusement orchestré, tandis que l'essentiel, la capacité à transformer, à produire, à innover, reste dans l'ombre. Les données sont éloquentes. Sur tout le continent, moins de 0,5% du produit intérieur brut vont à la recherche scientifique. La moyenne mondiale atteint 2,2%, soit plus de 4 fois plus. L'écart est vertigineux.
Pendant que des centaines de subventions pleuvent sur l'art, les jeunes chercheurs cherchent en vain un microscope fonctionnel ou un financement pour innover. À titre d'exemple, au Kenya, le gouvernement avait promis de porter l'investissement en recherche à 2% du PIB, mais en réalité, il peine à dépasser le seuil de 0,8%. Au Nigeria, des laboratoires de biotechnologie manquent de réactifs élémentaires. Au Burkina Faso, des étudiants en génie partagent des équipements obsolètes, parfois âgés de plus de 30 ans. Cette visibilité offerte par les donateurs flatte leur image, mais prive l'Afrique d'un levier essentiel, la capacité à produire, transformer, inventer son avenir. On applaudit la diversité, on expose la culture, mais on enterre la découverte. Le continent devient exportateur de spectacles, d'émotions, d'expériences culturelles et importateur de technologies conçues ailleurs, de médicaments, de machines, de solutions toutes faites. Le vrai péril, c'est que la célébration de la diversité masque la dépendance. Une Afrique qui émerveille le monde, mais qui doit acheter ses médicaments, ses machines, ses brevets. Ainsi l'histoire se rejoue. On nous regarde, mais on ne nous écoute pas. On nous applaudit, mais on ne nous donne pas les outils pour demain. C'est comme si, lors d'un banquet, on invitait les Africains à animer la soirée, mais jamais à s'asseoir à la table où se prennent les décisions. Mais alors, comment s'organise concrètement ce choix de financement ? Quels intérêts en tirent ceux qui en décident vraiment ? Pour comprendre cette mécanique, il faut suivre l'argent et examiner les logiques cachées derrière chaque subvention. Qui décide et dans quel but ? Un théâtre éclatant, des subventions conséquentes, des galas étincelants ? Tout cela brille, mais que cache vraiment cette lumière ? Sous chaque festival, derrière chaque prix, une réalité moins flatteuse s'esquisse. L'Afrique est invitée à émerveiller la galerie, mais dépourvue des outils pour écrire sa propre destinée hors des projecteurs. D'énormes capitaux arrosent la culture, offrant à nos pays un vernis de modernité. Pourtant, ces mêmes fonds dessinent une prison dorée. L'Afrique reste l'artiste acclamé, jamais l'inventrice redoutée. Nos musiciens récoltent les applaudissements, nos cinéastes les sponsors, tandis que nos ingénieurs s'épuisent dans des laboratoires délabrés, oubliés des grandes ambitions. On célèbre la force de nos traditions, mais on oublie de soutenir la recherche sur l'agriculture durable, sur la transition énergétique, sur la santé publique. À mesure que les soirées s'enchaînent et que nos œuvres voyagent, nos cerveaux s'exilent. Ils partent, espérant trouver ailleurs les moyens de soigner, d'inventer, de bâtir. Dans les universités, les microscopes ont l'âge de nos doyens, les projets stagnent et le rêve de brevet africain recule encore et toujours. On pourrait citer le cas de la chercheuse sénégalaise Hawa Traoré, qui a dû s'expatrier au Canada pour poursuivre ses recherches sur le paludisme, faute de moyens dans son pays natal. Ce n'est pas une simple négligence, c'est une tactique, célébrer l'art inoffensif qui émerveille sans déranger, tout en muselant l'innovation qui pourrait bouleverser l'ordre. La poésie est préférée à la physique, les expositions aux usines, l'art reçoit, la science attend. Et cette tactique, on la retrouve dans l'histoire de nombreux pays du Sud. En Amérique du Sud, par exemple, les gouvernements ont longtemps favorisé la fête et la musique au détriment de l'éducation scientifique, maintenant ainsi la population dans une dépendance vis-à-vis des innovations venues du Nord. Mais ce verrouillage évolue. Il s'insinue désormais dans les réseaux numériques. Aujourd'hui, l'influence s'exerce par le pouvoir subtil des algorithmes. Plateformes, réseaux sociaux, flux de données décident ce qui sera vu, aimé ou effacé. Un exemple frappant, la manière dont les plateformes internationales privilégient les contenus musicaux et humoristiques africains, reléguant au second plan les innovations, les débats scientifiques locaux, les formations techniques en ligne. L'algorithme attribue la lumière ou l'ombre. Ce qu'il promeut prospère, ce qu'il ignore s'éteint. L'Afrique continue à jouer, mais sur une scène dirigée à distance où ses récits sont filtrés par des logiques étrangères. Seuls les contenus jugés rassurants ou folkloriques émergent, alors que les voix qui dérangent peinent à percer. Si ce mécanisme perdure, l'Afrique restera spectatrice de sa légende, consommatrice de science, dépendante de l'imaginaire des autres. Elle perdra la main sur son récit et sur les solutions à ses propres défis. Cette nouvelle colonisation ne s'arrête pas là. Elle infiltre chaque écran, chaque fil, chaque like, jusqu'à l'intime de nos quotidiens. Le cas du secteur de la santé est parlant. Pendant la pandémie de Covid-19, de nombreux pays africains ont dû attendre des solutions venues d'ailleurs, faute d'avoir développé une recherche pharmaceutique locale robuste. Pourtant, il existe un chemin vers l'autonomie. Reprendre le contrôle des savoirs, de la technologie, et se réinventer loin des projecteurs imposés.
Mais comment briser ce cercle et retrouver la maîtrise de notre futur? Et si demain, la dépendance ne portait plus d'uniforme, mais un logo? Si, sans bruit, de nouveaux empires s'installaient, non plus avec des drapeaux, mais avec des algorithmes invisibles? Aujourd'hui, l'Afrique exporte ses heures et importe ses outils. Nos journées s'évaporent, happées par des écrans conçus ailleurs. Nous applaudissons, nous partageons, mais que construisons-nous vraiment, pour nous-mêmes? Les nouveaux maîtres de l'Empire ne s'appellent plus gouverneurs ni généraux, mais algorithmes. Ils guident notre curiosité vers le plaisir immédiat, pas la réflexion. Nos yeux brillent devant des vidéos courtes, notre mémoire s'effiloche, notre imagination s'amenuise. Le péril est immense. Une génération qui scrolle plus qu'elle ne crée, qui partage plus qu'elle ne façonne. L'Afrique risque de devenir spectatrice d'un monde qu'elle devrait bâtir. On célèbre nos talents, mais on ignore nos idées. La colonisation des esprits avance, douce comme une notification, insidieuse comme un fil infini. Pendant que nous dansons sur la scène mondiale, qui façonne le décor de nos pensées? Qui décide de ce que nous retenons, oublions, rêvons? C'est une question cruciale car elle détermine la capacité d'un continent à façonner son avenir. Mais tout n'est pas perdu, une résistance naît. Ici, une développeuse invente une application pour apprendre en langue locale. Là, un enseignant relie la science à la vie quotidienne. Ailleurs, des artistes tissent art et code, poésie et technologie pour réveiller la curiosité. Au Sénégal, par exemple, des jeunes ont créé des plateformes éducatives pour enseigner les mathématiques et la programmation en Wolof et en Pulaar. En Afrique du Sud, des collectifs de chercheurs organisent des hackathons pour résoudre des problèmes locaux, comme la gestion de l'eau ou des déchets. Ces poches d'innovation restent fragiles, mais elles racontent une autre histoire, celle d'une Afrique qui veut reprendre le contrôle de son attention, de sa science, de sa mémoire. Rien n'est inévitable. La vraie indépendance commence par la maîtrise de notre temps, de notre savoir, de nos souvenirs numériques. Car l'enjeu est colossal. Si nous laissons filer notre mémoire et notre curiosité, le continent demeurera prisonnier d'une colonisation invisible, plus subtile et plus tenace que toutes celles du passé. Mais si nous décidons de reprendre la main, alors l'Afrique peut transformer chaque minute connectée en minute créative, chaque connexion en invention, chaque souvenir en promesse. Comment alors transformer cette prise de conscience en action? Comment passer de la visibilité à la véritable puissance? Pour cela, il faut repenser nos priorités collectives. L'indépendance ne se gagne pas sur scène, mais dans les laboratoires et les salles de classe. Et si la révolution commençait par un simple refus, celui de ne plus rester distrait, refuser la séduction des projecteurs pour rallumer nos propres laboratoires, refuser d'applaudir sans bâtir, de divertir sans inventer. La première piste, c'est de reprendre le contrôle du financement de la recherche. Pourquoi attendre que d'autres détiennent la clé de notre avenir? Imaginons des fonds animés directement par les citoyennes et citoyens africains. Chaque don, chaque taxe sur une exportation, chaque succès artistique devient une brique pour édifier nos propres laboratoires. Par exemple, au Rwanda, une partie de la taxe sur les télécommunications est investie dans la formation d'ingénieurs et la recherche technologique. Au Maroc, des entreprises privées financent des startups scientifiques locales permettant à de jeunes inventeurs de développer des solutions adaptées au contexte africain. Il ne s'agit pas seulement de redistribuer des ressources, chaque transfert de valeur doit devenir un acte de souveraineté. Lorsque nous exportons, taxons ou célébrons une réussite, décidons qu'une part de cette richesse serve à bâtir l'infrastructure intellectuelle dont nous avons besoin. Ainsi, chaque victoire devient le ciment d'un progrès durable. Cela nécessite une volonté politique, mais aussi une mobilisation citoyenne. Les associations d'étudiants, les syndicats de chercheurs, les entrepreneurs peuvent jouer un rôle clé pour exiger plus de budget, plus de transparence, plus d'efficacité dans l'allocation des ressources à la recherche et à l'innovation. Mais l'argent sans idée ne crée rien. Il faut encourager un usage créatif, éducatif et novateur des technologies. Les téléphones intelligents, les réseaux sociaux, les plateformes numériques ne doivent plus être des chaînes, mais des outils d'apprentissage, d'invention et de partage de savoir. Réinventons notre rapport à la technologie. Voyons-la comme un levier pour apprendre, créer, fabriquer et non simplement consommer ou s'exhiber. Organisons des concours d'innovation, des ateliers de codage, des laboratoires citoyens dans chaque quartier, chaque village. Inspirons-nous des Fab Labs qui fleurissent à Bamako, à Douala, à Abidjan, où les jeunes conçoivent des robots, des drones, des solutions pour l'agriculture ou la santé. Cela implique aussi de redéfinir la réussite. Trop longtemps, la visibilité a été confondue avec le progrès. Être vu ne signifie pas avancer.
Ce n'est pas parce qu'un musicien remplit un stade ou qu'un influenceur fait le buzz que le continent avance. La véritable mesure du progrès, c'est la capacité à transformer cette visibilité en production, en innovation, en autonomie réelle. L'histoire regorge d'exemples où la visibilité a masqué la précarité. Pensons à l'Égypte antique, admirée pour ses pyramides, mais dont la science a décliné faute d'investissement dans l'éducation technique et la transmission des savoirs. Ibrahim Traoré l'a souligné avec force. Il est temps de passer de la performance à la production, du spectacle à la souveraineté. Le continent ne doit plus se contenter de divertir le monde, mais doit se donner les moyens de penser, d'inventer, de fabriquer pour lui-même. L'histoire bascule ainsi, non sous les applaudissements, mais dans les ateliers et les bibliothèques où se construit l'avenir. Il est urgent de valoriser les métiers scientifiques, de créer des filières d'excellence, d'encourager les jeunes filles à embrasser les carrières technologiques. Au Bénin, des programmes de mentorat ont permis à des centaines de jeunes femmes de s'orienter vers l'ingénierie et la recherche médicale. Pourtant, le plus grand risque serait de croire que cette autonomie peut être offerte par d'autres. L'indépendance ne se délègue pas, elle se conquiert ensemble. Attendre des solutions extérieures, c'est accepter des chaînes invisibles, dorées mais solides. Seule l'action commune, portée par une volonté populaire, peut briser ce cercle de dépendance et d'illusion. Les diasporas africaines, par exemple, pourraient jouer un rôle décisif en finançant des bourses, en créant des réseaux de mentorat, en facilitant le transfert de compétences. Mais pour transformer ces pistes en réalité, il faudra bien plus qu'une prise de conscience. Il faudra un choix radical, un engagement profond, une rupture nette avec la distraction organisée. Reste à savoir comment cette rupture pourrait s'opérer concrètement et quelle forme prendrait cette mobilisation collective. La prochaine étape, c'est de passer de l'idée à l'action. Il est possible d'imaginer des journées nationales de la science, des campagnes de sensibilisation dans les écoles, des partenariats entre universités africaines pour mutualiser les moyens et favoriser la recherche collaborative. La prochaine ovation ne retentira plus sous les projecteurs, mais entre les paillasses des laboratoires. C'est là, entre microscopes fatigués et cerveaux affamés, que l'Afrique joue sa survie. Pendant des décennies, on a célébré nos chants, nos danses, nos couleurs, et chaque billet glissé dans l'art sans soutenir la recherche a prolongé notre dépendance. Ne pas choisir, c'est choisir la facilité. Rester spectateur de son avenir ou devenir enfin l'auteur de son histoire, voilà la vraie question. L'Afrique doit décider si elle veut continuer à offrir la bande-son du monde ou inventer ses propres outils, ses propres remèdes, ses propres codes. Ce n'est plus une question d'absence de moyens, mais d'ordre de priorité. Investir dans la créativité sans porter l'intellect, c'est applaudir la surface et étouffer la substance. On récolte des applaudissements, mais on sème la précarité. La souveraineté n'est pas affaire de projecteurs, mais de maîtrise du savoir. La véritable indépendance commence lorsqu'on investit dans l'éducation, la recherche, l'innovation, lorsqu'on valorise autant l'ingénieur que le musicien, autant le chercheur que l'artiste. Il faut aussi créer des ponts entre art et science pour que la créativité serve l'innovation et que l'innovation nourrisse la culture. Ceux qui tirent pas les ficelles de la dépendance préfèrent une Afrique séduisante à une Afrique inventive. Pourtant, chaque jeune qui choisit la science, chaque parent qui encourage la curiosité, chaque entrepreneur qui parie sur la connaissance inverse la trajectoire. S'engager dans ce mouvement, c'est refuser d'être simple invité du progrès pour devenir son architecte. C'est préférer l'effort fécond de la pensée à la facilité du spectacle. C'est oser voir au-delà des applaudissements et bâtir, ensemble, une Afrique qui trace son propre destin. L'histoire oubliera ceux qui se sont contentés d'être visibles. Elle retiendra ceux qui auront osé être pertinents. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'être reconnu. Il faut devenir indispensable. Alors que choisirez-vous, l'ovation éphémère ou l'œuvre durable ? Rejoignez la Renaissance, investissez dans la connaissance et devenez l'avant-garde d'une Afrique qui n'éblouit plus